Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, effectivement, c'est le dernier cours. Et je vous demande d'accueillir ici très fort Céline, qui en est à sa deuxième présentation aujourd'hui. Bravo Céline. Céline, c'est une machine. C'est pour vous, c'est pour vous. Personne d'autre. Je vais vous proposer, merci Anis, je vais vous proposer pour cette dernière intervention quelque chose d'un peu plus léger, moins lourd au niveau conceptuel, théorique et tout. Je voudrais vous proposer certaines des données que j'ai collectées pendant la thèse. C'est des données qui vont nous permettre de réfléchir un peu à notre posture de penseurs et de penseuses critiques et ce que ça peut impliquer de former des penseurs et des penseuses critiques. J'ai appelé ça les dangers de l'esprit critique, c'était juste... ça va, c'est pas si dangereux, mais voilà, c'était l'idée de proposer une posture critique de l'esprit critique, c'est ce que je fais dans ma thèse, et peut-être trigger warning, à aucun moment, j'estime qu'il faut arrêter ce qu'on fait. À aucun moment, j'estime qu'il faut arrêter de promouvoir l'esprit critique, je continue à croire malgré tout que c'est bien, on n'est pas sûr que ça marche, mais il faut continuer. Mais voilà, dans ma thèse, j'ai vraiment proposé une critique de ces approches-là. Et donc, on a déjà identifié en début de semaine quelques dangers, quelques risques, on va dire plutôt, de la notion d'esprit critique. On a vu qu'il y avait trop de définitions et que ça le rendait flou. Que finalement, sous la notion esprit critique, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. On a vu également que c'est pas une notion qui est uniquement académique, qu'elle est passée dans le langage populaire, et à partir du moment où elle est passée dans le langage populaire, évidemment, ça multiplie encore plus les façons de comprendre cette notion. Face à ces trop nombreuses composantes, compétences, dispositions, on est obligé d'exploiter une partie de l'esprit critique. Et pour moi, c'est la seule façon qu'on peut sauver un peu cette notion, c'est en disant, bon, je regarde ce monstre tableau de compétences et de dispositions, et je me dis que j'essaie de faire un peu ça, et ce sera déjà un peu de l'esprit critique. Mais forcément, comme on est obligé de faire un choix, on est obligé d'être réductionniste, et suivant ce qu'on choisit, mettons que je décide que l'esprit critique c'est penser par soi-même, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de former les conspirationnistes de demain ? Ouais. Ça c'était la discussion d'hier. Et en outre, c'est une notion qui est extrêmement difficile à opérationnaliser pour les enseignants et les enseignantes. Pourtant, on continue à dire aux enseignants et aux enseignantes, c'est votre rôle, comme nous l'a montré Hélène, il va falloir former à l'esprit critique. Par contre, ce que c'est et comment on le fait, alors pour ça, débrouillez-vous. Un des dangers de l'esprit critique dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et dont je voudrais vous proposer une réflexion aujourd'hui, c'est sur l'idéalisation de la pensée critique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, dans le cadre de ma thèse, on a fait un questionnaire en ligne pour voir un peu comment des gens utilisent et comprennent cette notion de pensée critique. Donc, je vous le redis, on a fait un questionnaire, c'était exactement les mêmes questions pour les anglophones et les francophones. Pour les anglophones, on a eu uniquement des gens des États-Unis, et pour les francophones, on avait les Français, les Suisses romands, les Belges, et donc nous n'avons pas eu les Québécois ni les francophones d'Afrique. Donc voilà, vous donnez un peu l'idée de qui on avait. Et puis, je l'ai déjà dit en début de semaine, mais généralement on me dit mais pourquoi que les anglophones et les francophones et pas plein d'autres et malheureusement j'ai pas pu le faire, mais peut-être on a ouvert quelque chose et qu'il faudra que cette recherche devra continuer dans d'autres cultures. Et pour vous donner les échantillons, donc on a 288 participants et 377 participants dans les deux études. Il y a des choses qui ont été très différentes, notamment dans la compréhension de ce mot « esprit critique », puis il y a des choses sur lesquelles on est assez d'accord. Et c'est ces choses-là sur lesquelles on est assez d'accord, où je voudrais vous proposer des réflexions. La première question, c'était avez-vous déjà entendu ou utilisé l'expression « esprit critique » ? Parce que vraiment, si la personne ne sait même pas de quoi il s'agit, n'entrez pas dans le questionnaire, c'est logique. Cette première question nous a permis de se rendre compte que c'est très populaire et qu'on a eu un très petit nombre qui a répondu non à la première question. Après, on a eu la question ouverte. Merci de nous donner votre définition de l'esprit critique. Et ça a été codé, etc. Et la troisième question, c'était donner 3 mots ou expressions qui vous semblent liés à l'expression esprit critique. Donc il n'y avait pas de réponse longue, il y avait 3 cases, 3 mots, 3 expressions qui, selon vous, sont liées à l'esprit critique. On a eu des résultats un peu différents chez les anglophones et les francophones. Chez les francophones, le plus courant, c'était réflexion. Ensuite, on avait analyse, doute, mise en question, remise en question. On a décidé de les traiter ensemble. Avis, opinion,
vérification, recul, prise de recul, objectivité, science et source. Scepticisme, on l'a mis avec doute. Et on a eu aussi 2 cohortes, c'était intéressant, ceux qui consomment beaucoup de contenu sceptique et ceux qui n'en consomment pas. Donc ça, c'est les naïfs uniquement. Naïf, c'est pas du tout péjoratif, c'est celles et ceux qui consomment pas ce type de contenu. Chez celles et ceux qui consomment ce type de contenu, on avait zététique aussi dans la liste. Et là, c'était pas le cas. Donc on a collecté ces mots ou expressions liés à la pensée critique. Et la question d'après, c'était, selon vous, on leur redonne leurs 3 mots et on leur dit, selon vous, ces 3 mots que vous nous avez donnés, dans quelle mesure sont-ils connotés positivement ou négativement, -3 étant très négatif, à +3 étant très positif. Et les 10 mots ont une connotation fortement positive. Donc on voit de -3 à +3, les mots vraiment en général sont presque tous au-dessus de 2, au-dessus de 1 en tout cas, on a juste doute qui est assez mitigé. Donc on a une moyenne à 0,68, mais un écart type qui est très grand. Voilà, il y a doute qui polarise un petit peu plus, mais sur le reste, on voit que les mots qui sont venus spontanément à l'esprit des gens, c'est que des mots qui ont, pour eux en tout cas, une connotation très positive. Donc ça, c'était une façon de se rendre compte que, en tout cas, dans l'esprit des gens, l'esprit critique, c'est un truc très positif. C'est non seulement très positif, mais c'est aussi très important. Ça, on a demandé la question directement. À quel point, selon vous, est-il important de faire preuve d'esprit critique ? Alors vraiment, on est sur important à très important pour les francophones. Pour les anglophones, c'est encore plus important, aussi parce qu'ils ont, je précise quand même ce point-là, chez les francophones, on a l'idée que l'esprit critique, c'est pratiquer le doute, vérifier les sources, prendre du recul, analyser les sources. Chez les anglophones, on a beaucoup plus ce truc de solution pratique. Problem solving, critical thinking, ça va très fort ensemble pour eux. Donc voilà, peut-être que cette petite distinction explique que c'est également plus important pour eux. Mais dans tous les cas, on peut en déduire que l'esprit critique, c'est très positif et très important. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est positif et c'est important. Et on en peut en déduire un risque d'idéalisation. Étant donné que c'est quelque chose qui est vachement bien et vachement important, il y a ce risque d'idéalisation. Et la première étape du risque d'idéalisation, c'est de se dire, en fait, la pensée critique, c'est la bonne pensée. C'est comme ça qu'on pense bien, c'est comme ça qu'on pense juste, et on commence à avoir une évaluation presque morale de la façon de penser. Vous vous rappelez du rapport Delphi, pourtant, ils étaient sur cette très longue définition de 15 lignes, à un moment donné, ils et elles disent, bien qu'elle ne soit pas synonyme de bonne pensée, la pensée critique est... Donc en fait, vraiment, les experts disent, non, l'esprit critique, c'est pas la bonne pensée, et pourtant, c'est quand même quelque chose qu'on a un peu intuitivement l'impression de dire, non, mais la bonne pensée, c'est la pensée critique. Or, mon propos, c'est de dire, en fait, il y a plusieurs types de pensée critique, de bonne pensée, pardon. Ça veut pas dire que l'esprit critique n'est pas une bonne pensée, ça veut juste dire que ce n'est pas la seule bonne pensée. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Dans les bonnes pensées, on peut dire qu'il y a l'esprit critique, évidemment, mais il y a une pensée qui est créative. La création, pour toutes celles et ceux qui sont artistes parmi nous, ou alors cette pensée poétique, cette pensée symbolique. Quelque part, l'esprit critique, il ne crée pas grand-chose. Il chope quelque chose et il l'analyse. La pensée créative, elle crée. Et puis, ce que j'ai traduit par intelligence émotionnelle, mais qui pourrait être quelque chose de l'ordre du care, et on a eu cette discussion avec Yanis, justement, comment traduire cette notion. D'ailleurs, si cette réflexion vous intéresse, ne loupez sous aucun prétexte la présentation de cet après-midi de Yanis, qui va justement revenir sur ces choses-là. Et du coup, pour vous montrer que, comme on idéalise la pensée critique, et vous montrer que des fois, il y a des bonnes pensées qui ne sont pas de la pensée critique, je vous donne un exemple. Donc on a Albert qui va voyager en avion et il a très très peur en fait. Il est vraiment, ça le panique, il a une phobie des voyages en avion, il est dans une situation où il n'a pas le choix et comme l'heure de son vol approche, il sent de plus en plus les sensations physiques de l'angoisse. Il commence à avoir des palpitations, il se sent mal, il a envie de fuir. Ça se passe mal pour Albert, il passe pas du tout un bon moment. Heureusement, il voyage pas seul, il voyage avec Bob, son ami qui a de l'esprit critique. Et donc, voyant Albert en état de panique,
ben, il va faire preuve d'esprit critique et puis il va lui expliquer, mais en fait, en fait, j'ai fait des études, j'ai des chiffres à l'appui, c'est super safe de voyager en avion. C'est généré par IA la photo. Comment ? Excuse-moi ? La photo est générée par IA. Oui, oui. C'est Dali. C'est super safe de voyager en avion. En fait, le saviez-vous ? Il y a plus de danger à prendre la voiture pour aller jusqu'à l'aéroport que de voler en avion. Et Albert, vraiment, ça l'aide vachement dans son anxiété. Ça l'aide pas du tout parce que effectivement, il y a des contextes où peut-être que voilà, la pensée rationnelle n'a jamais aidé qui que ce soit à sortir d'une attaque de panique et que peut-être la bonne pensée ici, ce serait quelque chose de l'ordre de l'intelligence émotionnelle ou du care qui serait d'essayer d'empathiser avec ce qui se passe dans la situation d'Albert, de voir qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour que ce moment soit le moins pénible possible. Nicolas ? Ouais, est-ce qu'on pourrait pas dire sinon que Bob en fait il fait preuve d'un bon esprit critique et qu'il pourrait y avoir une approche d'esprit critique ou plus il va essayer d'expliquer, pas faire de la pédagogie sur ce qui se passe dans son état de panique ou un truc comme ça. Peut-être que là en fait c'est juste qu'il fait pas vraiment d'esprit critique parce que c'est pas la bonne solution. Donc ce serait une autre forme d'esprit critique qui comprend de l'empathie. S'il avait vraiment un esprit critique, peut-être qu'il comprendrait que c'était pas la bonne solution de lui montrer des graphes, etc. Peut-être qu'il comprendrait que ce qu'il a besoin. C'est métacogné là, c'est aller au-delà. Bah oui, mais je sais pas. Alors il y avait Emmanuel d'abord. Là pour moi tu ouvres un énorme morceau et qu'on va peut-être pas pouvoir traiter ici, mais quand j'interviens notamment sur la formation au débat, moi j'insiste sur le fait que l'esprit critique comprend le registre des arguments, mais aussi le registre des émotions et des valeurs, et que du coup un bon esprit critique c'est notamment une bonne adaptation au registre qui fait que, et en plus je donne cet exemple-là, Décidément. et voilà, en disant quand quelqu'un a la phobie de l'avion, la dernière chose à lui dire c'est les statistiques voilà, sur le côté c'est super sur l'avion, et donc il faut savoir accueillir l'émotion, et accueillir l'émotion c'est faire preuve d'un certain esprit critique. Du coup, c'est-à-dire que l'esprit critique engloberait la capacité à s'adapter au contexte et au registre dans lequel on est, et que du coup l'esprit critique ce serait tout ça. C'est là où je tends de plus en plus, c'est là où on aura peut-être des désaccords d'ailleurs, mais que c'est intéressant à les creuser. Est-ce qu'au fond, et du coup ça rejoindrait la bonne pensée, je ne veux pas forcément aller jusque-là, et certainement pas d'un point de vue normatif, encore moins dogmatique là-dessus, mais de dire, pour moi l'esprit critique en tout cas, je la pense comme incluant l'intelligence émotionnelle, sinon en fait on passe à côté, on est dans une espèce de biais de rationalité où l'esprit critique se limite à la rationalité, et que là ça ne va pas du tout. Voilà. Mais du coup, ça re-questionne, et on n'est peut-être pas loin de faire une 253e définition de l'esprit critique aujourd'hui même. Sachez-le, on va noter la date d'ailleurs. Faites quelque chose. Non, pour réagir, en fait, si on reprend le processus temporel qu'on a proposé, le truc c'est que la personne là qui explique ça, par exemple qui fait ça, elle a fait preuve, elle a une théorie personnelle qui suggère que c'est une bonne idée de faire ça. Or, on pourrait soutenir que une bonne pensée d'esprit critique, ce serait de faire preuve en amont de recherche pour savoir que c'est pas la bonne idée, mais ensuite, dans le processus sur le que faire à ce moment-là, je sais pas, intuitivement, je sais pas si on pourrait appeler ça de l'esprit critique, dans le sens où... en fait, c'est avec la définition de Ennis de que croire ou que faire. Et du coup, je sais pas, c'est flou, mais on pourra peut-être en discuter plus tard. En fait, c'est flou. Mais... Non, mais je vais peut-être juste synthétiser ce qui est en train de se dire. Moi, j'ai beaucoup envie, comme vous, que l'intelligence émotionnelle ou que le care soit partie prenante de la pensée critique. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le type de pensée critique qu'on défend au Cortex. Je me permets de parler en notre nom. Mais reprenons la définition de Denis. La pensée critique est une pensée rationnelle et raisonnable visant à décider ce qu'il faut croire ou faire. Il est où le care là-dedans ? D'accord ? Donc nous, on l'a inclus, et c'est très chouette. Et en ce sens, on propose une approche particulière. Mais si on est... Ça, c'est le penseur Denis. Voilà. Tu n'as pas la bonne croyance actuellement, parce que tu es en train de paniquer pour quelque chose qui est safe en réalité. Donc tu n'as pas ta croyance est fausse. Voilà, quelque chose de l'ordre de ça.
Bah, vas-y. Pour compléter, et du coup, j'en parlerai vite fait cet après-midi, mais en fait, c'est Matthew Lipman, Ouais. et en fait, Matthew Lipman, lui, il parle pas de pensée critique, mais de pensée d'excellence. Et dans la pensée d'excellence, il y a cette dynamique entre ces trois critères-là. La pensée critique est un des trois, en fait, c'est une pensée multidimensionnelle, trois dimensions, la pensée critique, la pensée créative, et le caring thinking, une pensée émotionnelle. Et dans Matthew Lipman a vraiment théorisé ça en disant que la pensée critique, un des trois critères, mais ce qui place au-dessus, lui, il appelle ça la pensée d'excellence. Bon, le nom crispe un peu, mais... C'est le nom. Ouais, clairement. Ouais, Et c'est bah comme ouais. ça qu'il a théorisé. C'est assez élitiste quand même. Ouais. Ça fait l'impression. Geoffrey? Non, c'est que tu disais, nous on a pensé comme ça. Dans ta définition, dont je ne me souviens plus les paramètres exacts, tu avais inclus une dimension de quelle Moi, j'ai pas proposé de définition de l'esprit critique. Je me suis vraiment abstenue. J'en fais une de la théorie du complot, Oui. mais ouais. non, parce que bah, c'était le risque en fait d'avoir bossé sur 23 définitions et de dire allez, j'en ajoute une. T'as inhibé C'est ça, l'envie, non je participe au flou conceptuel à mon tour. Par contre, si on me demande moi ce que j'en pense, oui, j'aimerais beaucoup pouvoir lier les deux, mais on peut le faire et on le fait. Mais c'est pas en concordance avec la littérature sur le sujet. On s'en fout parce que l'appel à la popularité, on y est insensible. Nous, on sait. Peu Ouais, importe si ouais. tous les autres pensent autrement, nous on pense comme on veut. On est indépendants. C'est parfait, on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons, on est indépendants. On est dans une bergerie, mais. Bien sûr que c'était une bergerie quand je C'était me une disais. étape. Bon, Pardon. l'esprit critique rend-il Emmanuel arrogant? Merci pour la transition. Et donc voilà, c'est la continuité en fait. Et je pense que c'est une question qu'il est légitime de se poser parce qu'on va former les élèves et les étudiants à la pensée critique et est-ce qu'on a un risque de les rendre arrogants? Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Lila? Est-ce que tu as des données là-dessus? Et deuxième question, genre, qui est un peu connexe à celle-là, c'est est-ce que être dans une démarche de je suis critique, genre s'auto-persuader qu'on a l'esprit critique, peut amener à être moins vigilante et donc à perdre en esprit critique entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et je sais pas si tu as des données là-dessus. Alors, j'ai des données qui sont des collectes de témoignages, donc ça vaut ce que ça vaut. Sur la deuxième partie de la question, sur la première, j'y viens, et sur la deuxième partie de la question, c'était intéressant parce que c'est un propos de Mireille Betrancourt, qui est professeure de psychologie à Genève. Elle a admis dans les entretiens qu'en tant qu'experte d'un sujet, elle tend parfois à faire preuve de moins de vigilance parce que, bon, ça, c'est un truc que je sais, c'est bien ce truc-là. Et donc elle disait, j'ai conscience parfois de manquer d'esprit critique sur mes domaines d'expertise. Donc je pense que tout à fait on est dans ces choses-là. Pour le début de ta question, j'ai surtout déduit ça de ce que les gens m'ont confié. Donc j'ai mené 27 entretiens dans le cadre de ma thèse. J'ai bien conscience que c'est que 27 et que c'est un échantillon biaisé. Mais voilà, il y a quelques éléments qui sont revenus de manière assez récurrente. Notamment une participante qui a souhaité rester anonyme, mais qui, avec énormément d'honnêteté, s'est confiée sur ce qui s'est passé pour elle quand elle est entrée dans les mouvements sceptiques et zététiques. Alors, c'est la retranscription de l'entretien, donc c'est un peu langage oral. Vous m'excuserez pour ce point-là. Elle dit « Dans ma vie personnelle, c'est un peu pareil. Ça a pris au tout début, quand j'ai découvert les chaînes sceptiques, ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie. J'étais trop à faire la morale à tout le monde, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu quelques mois où j'étais vraiment à faire la morale, à être condescendante avec les gens autour, parce que moi je sais, et eux, ils ne savent pas, en gros. Sachant qu'en plus, je sais, c'est faux, avec le recul. C'est juste parce que un tel a dit ça, donc je le crois. J'ai décidé que c'est la vérité, parce que c'est lui qui l'a dit, parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais vérifié moi-même, mais j'estime que j'ai confiance et qu'il a bien vérifié, lui. Mais en vrai, j'ai pas vérifié, moi, ce qu'il dit. Et ça n'a pas duré très longtemps, parce que j'ai eu des retours, et des gens ont commencé à me dire « ça va ?» Donc ça m'a vite calmée. Ça m'a vite calmée quand même, parce que c'est important. Enfin, pour moi, c'est sûr, c'est important, le relationnel.
Donc j'ai eu des retours négatifs, je les prends en compte vraiment. Donc ça n'a pas duré très longtemps, elle insiste sur ce truc-là, mais ça a existé et ça a été le premier impact du scepticisme dans ma vie concrète et elle continue. C'est ça, on se sent plus fort, ça c'est sûr. On se sent plus fort parce que ça, ce n'est plus juste mon intuition qui fait que je pense que j'ai raison. Tout le monde pense qu'il a raison, sinon on aurait changé d'avis par définition. C'est pas parce que je pense que, oh tiens, ça doit être ça que j'ai raison. Je pense que j'ai raison parce que j'ai de bonnes raisons de croire que j'ai raison. Et alors ça, c'est encore plus fort. Ça m'est inconnu. Et ça, je pique le dessin à Desinfox. Et donc voilà, ce sentiment qu'une fois qu'on se plonge, et peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont vécu, à partir du moment où on se plonge dans les outils du scepticisme, on apprend les biais, on apprend les sophismes, il y a une valorisation, il y a quelque chose comme ça qui, tout à coup, on se sent fort. Et pour citer justement à titre, pour aller plus loin dans cette idée-là, je vais citer un grand philosophe du 21e siècle, c'est Nicolas Martin. Tu l'as radio, toi. Et qui avait à formuler les choses de manière aussi très élégante quand on s'était rencontrés en entretien. Mais oui, clairement, c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber, surtout quand on découvre en fait des outils extrêmement puissants que sont les biais cognitifs et les sophismes. En fait, au début, on les voit partout et on se sent un peu surpuissant de les connaître. Et on est un peu comme un chevalier qui va couper tout ce qui dépasse avec son épée. Mais voilà, je pense que c'est un truc à dépasser. Et en fait, c'est peut-être aussi pour ça que l'esprit critique peut avoir une mauvaise image, dans le sens où beaucoup de gens qui découvrent l'esprit critique, et du coup, ça fait une énorme masse, sont plutôt à cette étape-là, on va dire. Et du coup, c'est l'image qui ressort de l'esprit critique. C'est un peu c'est peut-être encore dans la zététique où c'est encore plus marqué des espèces de chevaliers de la pensée critique justement, qui vont combattre l'irrationalité, ça c'est génial, sans voir leur propre biais. Et je pense que c'est une image qu'on peut ressortir. Je sais pas si tu es toujours d'accord avec ce propos. C'est bien. Bravo Nico. Mais non, mais ça c'est super parce que c'est très honnête. C'est très honnête de le remarquer. Nicolas propose cette idée que c'est une étape. D'autres personnes dans l'entretien m'ont dit la même chose. C'est le début. J'ai de l'espoir. J'espère que c'est que le début. Peut-être que certains restent bloqués dans ce début où on se sent surpuissant de la pensée critique. C'est un peu pour ça que je trouve que c'était Thibaut Fioli qui au début avait proposé aussi. J'ai pas entendu le début. Thibaut Fioli. Merci. De Quoi dans mon assiette avec Christophe Michel, je crois, et d'autres personnes, je ne sais plus qui étaient dedans, il y a peut-être certains d'entre vous, qui s'étaient mis ensemble et qui avaient proposé le don biodique, le hashtag oui, c'est juste, je me rappelle. Qui était justement en réaction à ça, c'était un peu avant le gauchisme. Don't be a dick. Don't be batté. Ne soyez pas ce connard qui met le nez des gens dans leur propre biais, dans leur biais à eux, et regardez les vôtres avant tout. Exactement. Et je pense qu'il y a cette sensation de surpuissance qui arrive parce que tout à coup on nous dit mais voilà des outils, pour le cas on peut dire, des outils pour penser juste, pour avoir raison. Et en plus il y a tout un vocabulaire, et on l'a déjà un peu évoqué lundi, il y a tout un vocabulaire très guerrier autour de cette notion d'esprit critique. Une arme contre les fake news, l'esprit critique est un sport de combat, ça on reprend des titres connus. Il y a beaucoup cette idée d'autodéfense intellectuelle qui vient de Noam Chomsky, sauf erreur, qui a vraiment cette idée que le danger est à l'extérieur et il s'agit de s'en protéger, comme si le danger n'était pas du tout à l'intérieur. En fait, c'est tout le monde conspire à me mentir, donc je m'arme comme lui, avec mon bouclier et mon épée, sachant que c'est ce que tu viens de dire, en fait, des fois, c'est nous les connards, en fait. C'est nous qui sommes pas bons. De fait, on a demandé à nos participants, et là, de fait, je vais te répondre, Lila, on a demandé aux participants à quel point estimez-vous faire preuve de plus d'esprit critique que les autres en moyenne. Et généralement, ça c'est les francophones, c'est entre un peu plus que la moyenne, 34,41%, et plus que la moyenne, 31,17%. Chez les anglophones, c'est un peu pareil, 34,34 et 32,45. Et c'est assez intéressant parce que ce résultat est genré. Ça
C'est bizarre. Oui, Lila. C'est par rapport à un truc complémentaire, c'est un phénomène connu en psychologie sous l'acronyme BTAE, Better Than Average. J'y arrive. Ok, pardon. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Donc le résultat est genré chez les Américaines, du coup les États-Uniennes. On a sur 37 et 31 sur Little More and More. Et ces messieurs, c'est more than average. Ils sont quand même toujours là, mais quand même plus. Et en français, c'est. C'est à peu près pareil. Ouais. Bien essayé d'avoir sauver les meubles, tu sais. Mais ça va, c'est pas de beaucoup là. C'est pas de beaucoup, non, c'est pas de beaucoup. Il y a d'autres, je vous mets les refs pour celles et ceux que ça peut intéresser, des références sur le biais de genre dans l'humilité intellectuelle. C'est quelque chose d'assez connu. C'est pour ce commentaire, yes. Ah, génial. On l'a vécu, ça. Tout est dit, J'ai une question de clarification, mais vous y avez peut-être déjà répondu, et du coup, excusez-moi si la question est bête. Versus, j'ai une question, mais en fait, c'est plus un commentaire. D'ailleurs, à propos de cette image. On a aussi pu évaluer de manière un peu détournée l'auto-évaluation, enfin ce better than average bias dont on va parler, de manière un tout petit peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on a deux questions qui fonctionnaient ensemble. La première, c'était: pouvez-vous décrire une situation dans laquelle quelqu'un, selon vous, a fait preuve d'esprit critique? Et à l'inverse, la question d'après, c'était: pouvez-vous décrire une situation dans laquelle quelqu'un a manqué d'esprit critique? Et là, c'est uniquement les anglophones, et c'est à peu près pareil sur les francophones. Les anglophones se citent eux-mêmes spontanément, à 44%. Et par contre, quand c'est quelqu'un qui manque d'esprit critique, là, c'est les proches. c'est quelqu'un de proche, et ça tombe à 16% quand il... Et Pourquoi il n'y a personne? Alors ça, on a utilisé pour les cas où les gens nous disaient l'utilisation du vaccin. Donc c'est pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est mentionné. Voilà. Est-ce que tu es familier de la notion de erreur fondamentale d'attribution de Ross? Oui, ouais, du coup. Est-ce que tu sais si il y a des données sur des populations plutôt orientales? Est-ce qu'il y a la même identification de l'erreur ou pas? J'adorerais avoir des données là-dessus. Je sais pas du tout. Peut-être que ça existe dans la littérature à part ça, mais non. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait impérativement. Ouais, peut-être absolument. Valentin ou Vas-y. Céline, réexpliquer le concept parce que c'était pas clair. Oh bah vas-y, je t'en prie. Sur l'erreur fondamentale d'attribution, l'idée c'est que dans les sociétés occidentales, quand il y a un succès, on a tendance à l'attribuer à soi-même, quand il y a un échec, à l'attribuer aux circonstances. Et c'est plutôt l'inverse dans les civilisations orientales. Quoi que ça veut dire, en fait, c'est quand il y a un succès, on a tendance à l'attribuer aux circonstances, et un échec, à l'attribuer à soi-même. Et il y a d'autres trucs qui ça, je savais avec pas ça, qu'il y avait mais voilà, sachant que je sais pas à quel point j'ai appris ça à l'époque. Est-ce que ça réplique? Je sais pas à quel point c'est stable, qu'est-ce qu'on entend par oriental, occidental, mais en tout cas, cette erreur fondamentale, c'est il y a au moins une dichotomie entre succès et échec. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les circonstances? Par rapport à la distinction orientale-occidentale, est-ce que c'est culture collectiviste et individualiste? C'est ce qui corrèle beaucoup, ouais. Moi, ça différencie comme ça, ouais. Okay. Je peux t'expliquer par des notions de normes d'agriculture. Okay. Oui. Individualiste, collectiviste, est-ce que tu veux... Occidental, on est plutôt individualiste, oriental, c'est plutôt collectiviste. Et ça corrèle d'autres façons d'envisager la description d'une scène. Quand on est oriental, collectiviste, on va plutôt décrire premier l'environnement et ensuite les individus. Il y a des corrélations avec des... Enfin voilà, en gros, on peut y aller là. Il y a aussi des trucs sur le rapport aux autres. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup pour cette précision. Et donc on en arrive à ce fameux biais meilleur que la moyenne, better than average bias. Donc c'est un biais qui s'appelle aussi supériorité illusoire. C'est un biais cognitif par lequel les individus surestiment leur propre... qualité ou capacité, ça va être l'intelligence, l'intégrité, etc., par rapport aux mêmes qualités et capacités des autres personnes. Il y a plusieurs études qui portent là-dessus. J'ai envie d'en citer une, peut-être que vous la connaissez. Donc une étude de 2020 où on a demandé à 1100
75 participants américains, participants et participantes, d'estimer leur propre QI. Alors on peut évidemment critiquer le calcul du QI. C'est l'échelle qui a été choisie dans cette étude. Donc pour rappel, le QI le quotient intellectuel est calculé sur cette échelle de nombres. La population en général, la moyenne est à 100 de QI. C'était le cas aussi parmi ces 1000 participants. La moyenne du test a évalué l'échantillon à 102. Et leur propre évaluation était à 124. Wow. Donc on a cet impressionnant distinguo entre ce qu'on estime de soi-même et nos compétences effectives. Évidemment, ça c'est un exemple, ça ne s'applique pas uniquement à l'intelligence. Il y a beaucoup de traits de personnalité qui sont socialement désirables, qui tombent là-dedans. Ça va être la gentillesse, la sensibilité, mais aussi les capacités mathématiques ou verbales, etc. Et de mon point de vue, ça tombe également sur l'esprit critique. Mais ça, il faudrait le tester. Et donc, Valentin nous a parlé de l'effet Dunning-Kruger en début de semaine. Et donc c'est ce fameux test qui montre que ça a été fait sur différentes choses. Là j'ai mis juste les compétences en grammaire et les compétences en logique. Et donc il y a une différence entre la courbe de ce qu'on estime, des compétences qu'on estime avoir soi-même, et les résultats effectifs au test de grammaire et de logique. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est ce truc-là. C'est cette distinguo-là entre le résultat réel et la perception qui fait que dans l'effet Dunning-Kruger, moins on est bon, plus on se surestime. Ça dit que ça, l'effet Dunning-Kruger. Après, on a beaucoup extrapolé sur ce que veut dire l'effet Dunning-Kruger. Et en fait, j'arrive tout de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ma thèse, j'ai des données qui semblent montrer que on a une belle perception de nous-mêmes quant à notre capacité d'esprit critique. Et il me faudrait cette donnée-là pour pouvoir montrer qu'on a un effet Dunning-Kruger. Mais comme il existe des tonnes et des tonnes de façons de tester l'esprit critique, je suis un peu coincée ça. Mais ce serait l'idée d'une autre recherche. Nicolas, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'ai une question sur ce graphe-là. La perception, c'est avant de passer le test, on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de leur... je crois que c'est avant. Ou après, d'accord. Ouais, je crois que c'est avant. Avant. Moi, j'avais lu des papiers critiques de oui, c'est critique. C'est critiqué. Qui essaie de voir dans quelle mesure il se réduisait pas à des biais statistiques. Ouais. Un truc assez facile à comprendre, c'est genre la régression à la moyenne, dans le sens où si on score très bas sur quelque chose, c'est probable que si on s'estime, il y a plus de chances, même si on le faisait au hasard, il y aura plus de chances de s'estimer plus haut, puisqu'on score très bas. Tout à fait. Quand on score très haut, il y a plus de chances aussi de s'estimer plus bas, parce que de fait, même si on faisait sur l'hypothèse nulle qu'on répond au hasard par exemple. Absolument. Il faut comparer à ça, et en fait quand on compare à ça, les gens disaient que l'effet, s'il existe, il est plus faible. Il est plus faible, ok. Effectivement, je pense qu'il faut prendre ces pincettes-là et il faut cette prudence intellectuelle. Moi, ce qui me fait sourire là-dedans, c'est que les penseurs et les penseuses critiques vont utiliser l'effet Dunning-Kruger tout en étant peut-être eux-mêmes dans le cadre de l'effet Dunning-Kruger. Et je pense que c'est la même chose avec l'effet Barnum. On va avoir tendance à identifier en tant qu'expert des sophismes, de dire mais attends, ça c'est un effet Barnum, l'astrologie c'est un effet Barnum. Est-ce que l'esprit critique c'est un effet Barnum aussi en fait? Je reprends à cet égard il y avait une question? Non, pardon, excuse-moi. Merci. Je reprends évidemment la fameuse très très longue définition du rapport Delphi. Vous vous rappelez, le penseur ou la penseuse critique idéale est habituellement curieux, bien informé, confiant dans la raison, ouverture d'esprit, flexible, équitable dans l'évaluation, etc. À chaque fois que je la lis, la première réaction, c'est « Ah ben ça c'est moi, ça !» Ben ça c'est moi. Et je crois que vous l'avez fait même lundi quand je l'ai dit. Bah oui, évidemment que c'est moi. Et donc, moi j'ai jamais dit ça. Merci. Et donc, qui se reconnaît là-dedans? Moi. Évidemment. Donc il y a vraiment peut-être cet effet Barnum. C'est peut-être au même titre que l'astrologie. Aujourd'hui, vous serez curieux, bien informé, confiant dans la raison. Et... On aurait dû faire ça tous les matins, l'horoscope. C'est l'horoscope de l'esprit. Donc je pense que voilà, avec ces définitions de l'esprit critique qui le dépeignent comme quelque chose de très
très valorisé, très important. Et je dis pas que c'est pas le cas, mais on a ce risque de se dire, déjà moi j'en ai plein, donc j'ai pas besoin de me former. Et en plus, je corresponds exactement à cette définition. Donc je pense qu'il y a une perversion à l'intérieur même de l'esprit critique qui fait qu'on ne se perçoit pas comme manquant d'esprit critique. Et c'est l'étape d'après, puis ça c'est aussi des données de ma thèse. Nous estimons toutes et tous être dans le camp de la pensée critique, mais alors qui sont ces autres qui manquent systématiquement d'esprit critique? Vu qu'on a vraiment cette urgence à dire mais les gens pensent n'importe quoi, il faut former à l'esprit critique. Par contre moi j'en ai plein, et tout le monde en a plein. Et du coup c'est qui ces gens qui manquent d'esprit critique? Et ça j'avais trouvé assez chouette dans mon jeu de données, parce que typiquement il y avait cette question: pouvez-vous décrire une situation dans laquelle quelqu'un a manqué d'esprit critique? Et on a eu des réponses. Joe Biden, enough said, c'est pas la peine d'en dire plus. Et d'autres qui disent the election of Donald Trump. Donc les démocrates, les républicains se renvoient la balle de qui manque d'esprit critique. Et on avait la même chose chez les croyants, principalement les chrétiens, et les athées. Et ça c'est des vraies réponses que j'ai reçues, donc je vous les ai traduites. Donc il y a une personne qui dit « Je vois beaucoup d'athées qui ne parviennent pas à donner un sens à leur religion. » Déjà ça c'est... Ils parviennent pas à donner un sens à leur religion, mais qui essayent de se moquer d'une institution établie comme l'Église. Ça me semble insensé. Comment quelque chose peut sortir du néant? Donc ça c'était l'exemple de quelqu'un qui a manqué d'esprit critique. Quand on leur a demandé, ils nous ont répondu ça. Et... A contrario, on va avoir, lorsque j'ai pris du recul et que j'ai fait preuve d'esprit critique à l'égard de la religion dans laquelle j'ai grandi, le christianisme, j'ai réalisé que je suivais aveuglément quelque chose en quoi je ne croyais pas vraiment. J'y croyais simplement parce que c'était tout ce que je connaissais, et c'est ce qu'on m'avait dit toute ma vie. Et du coup c'est génial, parce que dans chaque camp, c'est l'autre qui manque d'esprit critique. Et on avait, comme on a collecté nos datas pendant la période du Covid, on a aussi eu les pro-vax et les anti-vax qui se renvoyaient la faute du manque d'esprit critique, avec quelqu'un qui dit « J'ai vu de nombreuses personnes refuser de se faire vacciner ou de prendre des mesures pour se protéger en cas de pandémie, parce qu'elles n'y croyaient pas. » Ça, ce sont les gens qui manquent d'esprit critique. Et puis une personne qui dit « Alors moi j'ai fait preuve d'esprit critique lorsqu'on m'a proposé le vaccin contre le Covid et j'ai décidé de m'y opposer, car rien ne prouve qu'il offre une réelle protection, et je suis ravie d'avoir fait preuve d'esprit critique car de nombreuses personnes ont été blessées à cause de ce vaccin. » Donc c'est vraiment intéressant d'avoir finalement on est tous dans le camp de la pensée critique, et qui n'en fait pas preuve. Et peut-être une piste explicative... C'est-à-dire c'était un gigantesque effet Barnum, enfin un collectif. Collectif, ouais. C'est pas juste un individuel. Voilà. On touche dedans. Oui, non seulement moi, mais les miens, faisons tous preuve d'esprit critique, contrairement aux autres, ces abrutis. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ce sont des tribus. Oui, des tribus, ouais. Tu dis moi et les miens, donc il y a un effet aussi un peu... en deux groupes. On voit un peu l'effet de groupe, quelque part. Il y a tous ceux qui ont refusé de se protéger, tous ceux-là, ils ont manqué d'esprit critique. Donc, contrairement... Alors, elle, c'est plutôt... je crois que c'est au féminin, donc je dis elle. Mais dans le cas de la religion, c'est vraiment tous ces athées. Tandis que nous... Ça fait réfléchir. J'ai une proposition de piste explicative, et puis évidemment vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la honte épistémique. Alors, honte épistémique... Ouais, pardon, je fais du concept, j'avais dit que j'arrêtais. Honte épistémique existe dans la littérature en philosophie quand on dit, c'est le cas par exemple des personnes qui sont les premiers à faire des études ou les premières à faire des études dans une famille. Moi c'est pas comme ça que je l'utilise, mais ce mot existe aussi utilisé de cette façon-là. La honte épistémique, je voudrais proposer l'idée que, en fait, en tant que société, on est vraiment vache quand les gens se font avoir. On est vache avec les gens qui sont crédules et qui de fait manquent d'esprit critique. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette info en janvier, mais ça a fait beaucoup parler. En janvier, il y a une dame, Anne, qui avait cru parler à un faux Brad Pitt sur les réseaux sociaux, et l'arnaque a duré des années, et au total, ça lui a coûté 830 000 €. Et donc... c'est sorti, c'est 7 à 8, je crois, qui a fait un reportage sur elle, et elle s'est ramassée des vagues de haine sur les réseaux sociaux au point d'être hospitalisée, parce que vraiment, en fait, on l'a attaquée sur cette crédulité, en fait, de dire mais comment on peut être aussi bête, comment est-ce qu'on peut être aussi crédule, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Elle a été harcelée de manière immonde après la publication de cette information
et du reportage. Et donc, elle a subi cette vague de harcèlement. Et je pense que ce type de réaction qu'on a instinctive à l'égard de la crédulité peut expliquer pourquoi on préfère vivement, c'est pas la seule explication, pourquoi on pense vivement être dans le camp de la pensée critique. Oui. Par contre, je râle sur instinctif d'abord. C'est pas Viviane. Je voudrais dire un truc là-dessus parce que ça me semble important. Je pense qu'aussi ce genre de choses, la crédulité fait partie aussi en fait de l'esprit critique. Et je pense que c'est, enfin, on va dire plutôt que les moments où on a été crédule dans nos vies nous ont permis de former notre esprit critique. C'est aussi l'éducation à l'essai-erreur, c'est-à-dire l'erreur fait partie de l'éducation. Et rétablir l'erreur comme étant quelque chose d'éducatif, et voilà. Moi je sais que je me suis fait arnaquer 1000 € parce que j'ai acheté une caméra sur internet. Bravo de le dire. Et donc je pense que maintenant les arnaques sur internet je vais faire quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que c'est des choses aussi qui ont permis de faire un peu plus attention et de se dire attention à ce qu'on lit, c'est pas forcément toujours vrai, etc. Et c'était c'était une arnaque qui était vachement bien faite. En fait c'était un copier-coller d'un autre site et c'était le site officiel, alors c'est un copier-coller. Et voilà. Tu rentres exactement dans la catégorie que j'ai citée oui, dans mon truc. Tu en as parlé. L'expérience négative précédente qui va influencer le jugement de l'inflation. Je sais pas qui, donc Moi, ça me fait penser en général au blâme des victimes, mais qui s'inscrit plus généralement dans la théorie du monde juste. Oui. Le fait qu'on a l'intuition qu'on a besoin de croire que les choses arrivent pour des raisons, et en particulier que les gens un peu finalement chercher ce qui voilà, parce que on n'a pas envie de croire que ça pourrait nous arriver. Ça pourrait nous arriver. Du coup, c'est presque inconscient, mais c'est leur théorie du monde juste. Du coup, j'ai l'impression que quand on se moque comme ça, en fait, on est en train de dire putain, en fait, moi, ça me serait jamais arrivé. En fait, si, bien sûr que si. Bien sûr ça serait bien pu arriver, peut-être pas celle-là, mais peut-être une autre. Céline, il te reste 5 minutes si tu veux finir pour qu'on puisse. Alors, je prends juste la question de Kim et puis après on avance. Oui, après, moi ça me fait penser par rapport à la médecine, aux situations de handicap, surtout des déficiences intellectuelles, même légères. Mais du coup, sur la place de laisser la possibilité à la personne de choisir ou pas, c'est des questions qu'on ouvre déjà dès en tout cas la deuxième année. On a une sensibilisation au handicap où 43 établissements ont accueilli 230 étudiants en médecine, où on a été en IME, en CAMS, etc. C'est des structures qui accueillent les personnes en situation de handicap avec des déficiences intellectuelles, voilà. Et voilà, en fait, il y a ces questions-là de est-ce que tout le monde peut en faire, est-ce que c'est une question d'intelligence ou pas, et puis se croire toujours plus que. Et en tant que médecin ou professionnel de santé, c'est toujours ce truc de on a une personne vulnérable en face de nous, intellectuellement ou pas, mais en tout cas voilà, et c'est cette position-là de est-ce que la personne peut toujours choisir pour elle ou pas. Et bien sûr, ouais, absolument. Il n'y a pas de réponse à ça, c'est plus. Non, mais merci parce que ça me permet de faire le lien. Souvent, le manque d'esprit critique est amalgamé à un manque d'intelligence, ce qui n'est pas le cas, mais on va dire, voilà, virgule ces abrutis, d'où la vanne de tout à l'heure. Et donc ça génère souvent de fortes réactions de rejet, et peut-être, c'est ma proposition, que l'anticipation de ces regards sociaux, de ces jugements sociaux, participe de la surestimation de nos compétences critiques, parce que, et alors ça c'est sans doute pas exhaustif, il y a sans doute d'autres choses à dire, c'est une source qui dit que généralement on pardonne le manque d'esprit critique ou la crédulité seulement à certaines catégories d'individus qu'on exclut généralement du champ de la rationalité. À eux, on leur pardonne le manque d'esprit critique et à d'autres pas. Ces populations-là, et ça fait le lien avec ce que tu dis, ces populations-là sont celles qui ont une pensée que l'Occident qualifie de primitive, les enfants qui n'ont pas encore développé des capacités d'abstraction et des personnes qui souffrent de certaines pathologies mentales. Presque, on a l'impression qu'il y en a peut-être d'autres, encore une fois, mais on a l'impression qu'à ces gens-là, on va excuser le manque d'esprit critique, tandis qu'à Anne, la personne qui a donné de l'argent à Brad Pitt, c'est inexcusable, quelque part. Et en ce sens, et je vous cite encore une fois un extrait d'une réponse qu'on a eue, alors que c'est pas dans un entretien que j'ai eu, c'est quelqu'un qui a... Ça t'embête si j'avance ? Ouais, merci. Oublie pas ta question, on en parle après. C'est quelqu'un qui nous a raconté ça dans le questionnaire qu'on a mis en ligne. Et je vous invite à être attentif à quel point il est dans le récit de c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute. Je ne pense pas que parmi les situations passées où j'ai accepté comme étant vrai quelque chose qui ne l'était pas, c'est parce que j'ai manqué d'esprit critique.
Je ne pense pas avoir fait preuve de bêtise, de paresse, tu sais, les mots sont forts, de bêtise, de paresse ou d'un manquement quelconque en acceptant un énoncé comme conforme à la réalité alors qu'il ne l'était pas. Je sais que, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour vérifier si cet énoncé était en adéquation avec les connaissances que j'avais en utilisant les méthodes de raisonnement que je connaissais. Et là, il va donner l'exemple. Par exemple, quand j'étais enfant, il arrivait que je reçoive par le biais de mes amis des chaînes de mails qui menaçaient si je n'adressais pas ce message à un certain nombre de mes contacts, un malheur m'arriverait. Et donc là j'ai coupé, mais il explique que c'est tout ce truc de la dame blanche qui va venir vous visiter si vous envoyez pas ce mail et tout. Et donc il explique qu'il y a cru en fait à ces mails-là. En bref, l'histoire continue. En bref, je ne pense pas que j'ai fait preuve d'un manque d'esprit critique lorsque, vers 11-12 ans, je partageais avec tous mes contacts les chaînes que je recevais, tous mes amis faisaient de même, et je n'avais pas les clés pour m'étonner qu'une telle menace puisse exister et être évitée de la manière décrite dans les messages. L'injonction à l'esprit critique est telle que l'on pourrait me reprocher à 11 ans de ne pas avoir saisi cette occasion pour réfléchir à ces sujets dont j'étais ignorant, l'au-delà, la mort, les esprits, etc. Mais à cette époque-là, on est en construction perpétuelle et on ne peut pas recevoir chaque information avec scepticisme. Seul le temps, l'expérience, comme vous le disiez tout à l'heure, le hasard, la chance, nous permettent de nous constituer une réserve de connaissances et de méthodes qui nous permettent de moins nous laisser influencer par des affirmations erronées moins souvent. Et je trouve qu'il y a quelque chose de terrible où à 11-12 ans, il dit ne me reprochez pas ça, j'étais qu'un enfant. Et c'est là qu'on voit l'injonction tellement forte à la pensée critique et au fait que voilà, on ne pardonne pas l'absence de pensée critique. J'avais encore quelques idées sur l'esprit critique rend-il malheureux, mais vous avez l'air très heureux, donc on va passer très vite là-dessus, sur l'idée que ça peut paralyser l'action. Et ça peut aussi, dans la déconstruction des croyances, tout à coup laisser devant un ravin ouvert, de se dire « Merde, j'ai déconstruit des trucs, maintenant je n'ai plus rien sur quoi me tenir ». Et donc je vous donne peut-être le mot de la fin, sur un ton plus léger, parce que j'ai conscience que c'était un petit peu lourd, sur un ton un peu plus léger. Je ne sais pas si vous le connaissez dans les milieux sceptiques, Sébastien Fagot, qui a participé à mes entretiens, qui est Skeptics in the Pub Paris. Et puis qui avait un mot de la fin que j'ai bien aimé, donc je vous le lis. Moi je suis dans l'art, dit-il, alors on peut rationaliser l'art, mais si quelqu'un arrive devant quelque chose et il me dit je trouve ça beau, on peut le rationaliser, mais ça sert à quoi? Je veux dire, moi j'aime ma femme. On s'est mariés après 23 ans de vie commune cette année. Oui, je pourrais le rationaliser, je pourrais aller voir quelqu'un qui me dit dans ton cerveau il se passe cela et cela. Mais à quoi ça sert puisqu'on est heureux? Voilà, quand je mange un gâteau et que je le trouve superbe, il y a plein de moments, et heureusement, il y a plein de moments dans la vie où on s'en fiche, parce que de toute façon, le cerveau a besoin de se reposer aussi. C'est tellement méta. Merci beaucoup, vous avez été exceptionnels. Merci à vous, merci. Est-ce qu'on a quelques minutes encore de questions? Ouais. Et alors je crois que Lila tout à l'heure avait une question déjà. C'était juste par rapport au truc de la peur de paraître con et tout. Ouais. Est-ce que tu as creusé du côté de la TDI, de la théorie de l'identité sociale? Non. Parce que je pense que ça recroise vachement ça. Ok. En gros, ce que dit la théorie dans les grandes lignes, c'est qu'on s'identifie à un groupe. Et l'image qu'on se fait du groupe, elle est ultra importante parce que c'est de ça que les gens notre estime de nous. Absolument. Et du coup, il y a tous les effets brebis galeuses qui sont liés à ça, le fait qu'on va juger plus durement les gens qui sont censés appartenir à notre communauté et qui font des erreurs. Et du coup, on va les juger plus durement parce que pour garder une image positive. Super intéressant. Je pense que ça peut rejoindre vachement ce carrément. Et que ça peut être une piste d'explication. À fond, j'irai regarder ça, merci. Il y a Geoffrey, David et Thomas. Moi du coup c'était un peu du moment mais sur un sujet différent. Est-ce que si on a des données par rapport, j'allais dire au positionnement politique mais pas tout à fait, dans la croyance entre certains positionnements politiques ou connaissances et valeurs, notamment est-ce que cette façon qu'on a justement de reprocher aux autres leurs erreurs est plus ou moins prédominante en fonction que par exemple on a plus de croyances dans le déterminisme ou dans le libéralisme.
C'est une bonne question. Si ta question c'est est-ce qu'on a des données là-dessus, je ne sais pas. J'ignore malheureusement cette littérature-là. Intuitivement, j'ai envie de dire que peut-être, sans doute, je vois comment ça pourrait, mais honnêtement, je ne connais pas assez. C'est là la limite de mes connaissances. Donc, Mon propos, c'est de dire qu'on est mieux à gauche. Ouais, voilà. Proposons ça. Proposons ça. Ouais. Mais il me semble que ça semble colorer le truc. Mais je connais pas assez cette littérature. J'ai des questions. C'est plutôt des remarques ou... Ce sont plutôt des remarques. Tu m'arrêtes à la première. Première question, qu'est-ce que tu penses, si tu l'as vu, la conférence de Sébastien Dieguez qu'il avait fait au REC sur contre l'esprit critique, mais il soulève pas mal de problèmes que implique le concept d'esprit critique, que tu as aussi soulevé dans ta présentation, et lui dit qu'une fois qu'on a compris tout ça, il faut arrêter avec cette notion. Qu'est-ce qu'on pense? Et l'autre question, c'est tu as parlé de honte épistémique, avec toutes les excuses qu'on se trouve pour dire ah, j'ai manqué d'esprit critique ou non, j'en manque pas. Et en regard de la présentation que vous avez faite avec Julien, est-ce que la théorie de l'autodétermination peut être une sorte de remède contre cette honte épistémique, où on peut trouver des vraies raisons pour lesquelles on n'a pas fait preuve d'esprit critique? Ouais, je pense, ouais, c'est super. Julien, toi qui es l'expert, celle qui est juste après les externes, c'est introjecté, merci. La régulation introjectée vise à éviter un affect négatif ou à obtenir un affect positif. Et là, on est vraiment dans l'évitement de la honte épistémique. Je trouve qu'on est vraiment dans la régulation introjectée. Donc, je fais preuve d'esprit critique, non pas parce que je trouve ça génial, mais parce que imagine, je suis Anne, imagine, je suis dans la même situation que cette dame, imagine qu'on pense de moi que je suis crédule, je voudrais pas passer par cette étape de honte épistémique et de jugement social, et donc ça pourrait être ça aussi, une des motivations à penser de manière critique, donc de mon point de vue, ça se rencontre assez bien. Est-ce que c'est convaincant, ça répond un peu à ta question? Je crois que ma question c'était un peu l'inverse, par exemple on m'accuse de ne pas avoir fait preuve d'esprit critique, et au lieu de me défendre en disant non, je suis un vrai penseur critique et à chaque fois que je pense, c'est de manière critique. Ah oui, alors dans ce sens-là, ouais. En fait, oui, j'ai pas fait preuve d'esprit critique sur telle question, puisqu'en fait, j'en ai rien à carrer. J'avais aucune info, donc je ne pouvais pas exercer mon esprit. Ah voilà, dans ce sens-là, ouais. Ça serait pas une excuse, mais genre juste une explication, là. Ah ouais, alors à ce moment-là, ça marcherait, ouais, je pense que ça marcherait assez bien, donc ça vient vraiment nourrir le modèle, merci pour ça. Et puis sur Sébastien Dieguez, moi je suis j'avais beaucoup aimé sa présentation, je suis très alignée avec ce qu'il défend. Et c'est le résultat aussi de ma thèse. En fait, j'ai repris toutes les critiques qu'il fait et j'ai essayé d'en traiter dans ma thèse et j'arrive à la même conclusion que lui. Moi mais c'est terrible, j'ai l'impression de faire quelque chose de terrible ici, mais moi je suis pour l'abolition de ce terme parce qu'il veut dire trop de choses, il est trop difficile à opérationnaliser. Et la seule façon pour moi que je vois de sauver ce qu'on fait, c'est de prendre cette énorme masse de trucs et de dire je prends ça et ça. Et ce sera déjà un peu de l'esprit critique. Mais moi, je suis à la base, j'avais un titre horrible pour ma thèse et j'ai pas eu. Finalement, je suis pas allée là. Mais vraiment, c'était sur l'idée d'une abolition. Tu peux me dire ce titre? Euthanasie conceptuelle de l'esprit critique. 5 minutes de questions. Il y avait Thomas Vivien, j'avais mis. C'est exactement dans la suite de ce que tu viens de dire. Sur l'étude francophone-anglophone, oui. Est-ce que critical thinking et esprit critique, c'est des traductions qui se correspondent exactement? Non, du tout. Et ouais. Plus généralement, quand on fait une comparaison avec deux langues ou plus, ouais. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Des questions en fait différentes, ouais, et on peut pas comparer les résultats. Ouais. Je sais qu'on va me demander ça à ma soutenance de thèse, c'est sûr, donc il faut que je me prépare à répondre à cette idée-là. En plus, on a esprit critique et pensée critique. Est-ce que c'est la même chose que critical thinking? Mais il y a critical spirit qui existe aussi en anglais. Ouais. Et du coup, voilà, je comprends complètement qu'on puisse avoir un doute là-dessus. J'ai pas le temps de le faire maintenant, mais j'ai plein de dias qui montrent la différence de conception entre les Américains et les francophones. Je te montre volontiers tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de présenter, mais voilà, en gros, du côté des francophones, on a cette idée de scepticisme, d'évaluation des sources et d'analyse, et du côté anglophone, c'est vraiment résolution de cas pratiques.
avec ces gens, alors désolé pour celles et ceux qui ont déjà entendu ces exemples, mais quand on a demandé « Pouvez-vous nous donner un exemple de quelqu'un qui a fait preuve d'esprit critique ?» On a des gens qui nous ont dit ben voilà, on jouait au foot et la balle s'est coincée sous une remorque, donc j'ai dû faire preuve d'esprit critique pour réussir à choper la balle qui était dessous sans la crever. » Et une autre dame qui nous a dit mon chien a été opéré, mais il y a 3 marches pour accéder au perron. Et donc j'ai dû faire preuve d'esprit critique pour savoir comment elle allait pouvoir accéder au perron. C'est ça l'esprit critique, c'est vraiment problème pratique, résolution pratique. Tu peux vraiment avoir des glissements sémantiques d'une langue à Complètement. l'autre. Complètement. Par exemple, quand les anglophones ont inventé Sustainable Development, voilà, développement durable, voilà. c'est pas tout à fait la même très bon notion, exemple, très bon exemple. Ouais. Et du coup, voilà, est-ce qu'on compare des choses qui sont comparables? C'est une excellente question. Ouais. Vivien ensuite. Ouais, tu as parlé du fait qu'on amalgame souvent donc, le manque d'esprit critique à un manque d'intelligence. Et je voulais savoir si il y a des études, parce que tu en as parlé, il y a des tests d'esprit critique, qui sont un peu différents, mais voilà. Est-ce qu'il y a des concordances avec des mesures sur l'intelligence, comme le QI par exemple? J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Bonne question. Et voilà, pour savoir, est-ce qu'on est finalement ici intelligent quand même? Enfin, j'ai envie de savoir. Évidemment. Je crois que oui. Non, honnêtement, je ne connais pas du tout cette littérature. Aussi parce que... oui, exactement. Delphine, tu as tout à fait raison. Chez Stanovic, il dit l'esprit critique, l'intelligence, c'est la même chose. Donc pour lui, vraiment, il y a des affirmations comme ça dans la littérature que, en fait, tu mesures l'intelligence, c'est bon, t'as la mesure d'esprit critique. Mais voilà, c'est une vision de la pensée critique et que quand tu en regardes d'autres, tu te dis, mais en fait, regarde, si c'est la prise de décision, peut être peu intelligent et prendre des bonnes décisions, tu peux être brillant et de prendre de très mauvaises décisions. Donc finalement, le problème, 1, c'est quoi l'esprit critique, 2, c'est quoi l'intelligence. Donc voilà, mais malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus. L'intelligence existe. Ah voilà. Je voulais juste rebondir, et je parle sous le contrôle de Kim, parce qu'en neuropsy, elle était plus qu'avec moi, je pense. Pas la seule. Et Eva sur le fait qu'il y a, en gros oui, ça dépend aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce qu'une bonne pensée est esprit critique, parce que si on pense l'esprit critique uniquement comme le raisonnement, c'est très proche de la notion d'intelligence fluide, et ce qui est mesuré par les tests de QI, c'est-à-dire uniquement le raisonnement formel, logique. Et donc du coup, si on le pense comme complètement figé avec du raisonnement, oui, ça peut faire, on pourrait penser que c'est la même chose, mais si on ajoute les notions de bonne pensée, comme on l'a vu tout à l'heure, ça s'éloigne du coup de ça. Je ne sais pas si... Je répondrai pas. Une dernière question en fait, j'ai l'impression que ça me fait penser cette histoire de honte épistémique, de pourquoi on a honte d'avoir agi d'une façon qui nous paraît irrationnelle. C'est parce qu'on compare ce comportement à un modèle très restrictif de la rationalité qui serait une rationalité cognitive. Genre je fais une probabilité que ce truc soit vrai, et si la probabilité est supérieure à 50%, alors j'agis de cette façon, et c'est ça qui est rationnel. Alors qu'en fait c'est pas ça qui est rationnel, parce qu'il y a des fois, c'est ce qu'on avait discuté avec Nico, et Nico en avait fait un article aussi, c'est qu'en fait il y a des enjeux derrière certaines décisions, et qu'en fait la plupart du temps on peut très bien agir d'une certaine façon, même si la probabilité que le truc soit vrai est bien inférieure à 50%. Typiquement, si il y a une grosse différence entre les coûts des faux positifs et des faux négatifs, du coup on va très bien pouvoir à un moment donné agir, parce qu'en fait c'est très peu coûteux d'agir, par contre si on se trompe, c'est beaucoup plus coûteux. Et c'est ça qui peut rationaliser des superstitions par exemple, de dire si je dis quelque chose qui va me porter la poisse et que je touche du bois, en fait c'est le truc de dire c'est irrationnel, mais en fait tu te dis en fait c'est tellement peu coûteux de toucher du bois parce qu'il y en a à peu près partout. D'ailleurs c'est pas toucher un truc très rare, c'est toucher du bois, c'est probablement pas pour rien. Parce que justement c'est très peu coûteux de toucher du bois. Et en fait c'est tellement peu coûteux que c'est probablement faux en fait. Il y a peut-être une chance sur 10 milliards que ce truc soit vrai. Mais en fait, si c'est vrai, ça me ferait chier de ne pas avoir fait ça parce que c'était très peu coûteux. Et on aura fait notre part. Comme la chaîne des mails, c'est pareil. C'est comme la chaîne des mails. Et du coup, en fait, tu n'es pas en train de te dire que c'est vrai. Tu es en train de te dire quel risque je prends. Et du coup, ça peut très bien être rationalisé. C'est très rationnel de faire quelque chose comme ça, mais c'est pas uniquement cognitif. Tu modèles le cognitif par les enjeux qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai l'impression que quand on juge les gens, quand on juge les comportements, on les juge
vis-à-vis d'un modèle uniquement cognitif et épistémique en fait. Alors que l'un des enjeux. Ouais, et c'est d'ailleurs nous-mêmes ce qu'on fait pas, enfin, ce que personne ne fait. Quoi. Ouais. Absolument, merci. Et l'esprit critique, du coup, c'est pas uniquement agir en fonction de la probabilité pure. C'est aussi prendre en compte les enjeux. Ça fait partie de l'esprit critique. Faut aussi le guider par la nuit. Qu'est-ce qu'il a bien parlé? C'était plus une remarque pour le coup du coup. C'était complètement une remarque et je l'assume à 100%. Et merci pour cette remarque. Merci.